Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Morgane Segui. Bonjour. Bonjour Jimmy, ça Vous va? avez Oui, très bien, et vous? Ça va. Vous êtes ce qu'on appelle un survivant. Vous C'est avez vrai. survécu à 5 jours dans la jungle sans boire ni manger. Et vous allez nous raconter votre Je vais vous histoire. raconter ça. Et bien, ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on vous donne plein de conseils, mais on répond également aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez, Rime. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Aujourd'hui, une question à propos de la santé bucco-dentaire. Et oui, exactement. À votre avis, est-ce qu'il vaut mieux utiliser ces petites brossettes ou bien le fil dentaire pour l'hygiène de nos dents? En tout cas, c'est important et je vous dis les plus et les moins de chacun. Benjamin Lévesque, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous êtes venu avec des accessoires, je vais y arriver, non pas pour mieux parler, mais pour mieux dormir. Oui, effectivement, beaucoup d'accessoires sont vendus et qui nous promettent de nous endormir plus facilement. Il y a ces ceintures de cohérence cardiaque ou encore ce petit appareil à placer dans la main qui nous aiderait à nous endormir. On verra si ça fonctionne ou pas. Vous êtes sûr que ça c'est dans la main, ça? Oui, oui, ça c'est dans la main. Anne-Victoire Rousselet, bonjour. Bonjour, Vous Jimmy. êtes psychologue et vous allez aider toutes les personnes qui sont concernées par la procrastination. On va essayer si elles ont envie, parce que la procrastination peut faire le lit de la dépression. Et oui, parce qu'on se dévalorise quand on n'arrive pas à faire les choses, on remet au lendemain, et puis finalement il y a des échecs. Enfin, on voit bien comment ça peut être une spirale Et on négative. peut en sortir du coup? Oui, bien sûr. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Marseille, dans l'un des quartiers les plus pauvres, où l'armée du salut a ouvert un centre d'hébergement d'urgence aux femmes sans abri et victimes de violences familiales. Dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser aux cicatrices. Que faut-il faire en cas de plaie, d'intervention chirurgicale, pour éviter justement d'avoir une cicatrice? Quelle crème utiliser pour aider à la cicatrisation? Et puis, une fois que la cicatrice est là, est-ce qu'on peut faire du laser? Eh bien, les réponses et explications avec une médecin dermatologue. Mais tout de suite, on accueille notre invité du jour. Et nous sommes ravis d'accueillir Morgane Segui. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes ce qu'on appelle Bonjour. un survivant. Ce qui Paraît-il. vous est arrivé est hors du commun. Votre histoire, vous la racontez dans ce livre, 5 jours au Timor, publié aux éditions Premier, Parallèle. Votre histoire est simple. Au cours d'une randonnée sur une petite île d'Asie du Sud-Est, vous faites une randonnée, vous faites une chute extrêmement grave avec de multiples fractures. Vous aurez dû mourir, il faut dire les choses telles quelles. Vous errez dans la jungle 4 jours sans boire ni manger et vous serez sauvé par un troupeau de chèvres et un homme qui s'appelle Moïse. On y revient dans quelques instants. Mais on va reprendre votre histoire depuis le début. Qu'est-ce qui vous a amené à faire une randonnée, à gravir cette montagne du Timor oriental? Depuis tout petit, je lis, que ce soit des livres pour enfants, d'aventure, Max et les Maxi Monstres, ou plus tard Joseph Kessel et compagnie. Donc j'ai grandi habité d'aventuriers. Donc j'ai toujours voulu, dès que la possibilité se présentait, grimper une montagne, un rocher, une forêt, voilà. Donc vous vous dites, tiens, on va faire le Mont Timor. Mais avant votre départ, vous êtes alerté par des locaux qui vous déconseillent d'y aller à la tombée de la nuit. Mais vous prenez la décision de ne pas les écouter. Alors, première grosse erreur, c'est un peu l'anti-guide 5 jours au Timor de toutes les bêtises, mais il y a quand même quelques trouvailles. Il faut écouter évidemment les locaux, il faut faire demi-tour en montagne dès que le temps change, quand on sent qu'on n'a plus assez d'eau. Là, j'étais dans une toute autre logique, mais peut-être on pourra en parler plus tard. Parce que finalement, vous décidez donc de ne pas les écouter. Vous montez la montagne, vous arrivez au sommet. Et c'est là que les problèmes commencent. J'arrive en haut de cette montagne que tous disent sacrée, donc déjà, j'avais très très envie d'aller voir ce qui se passait là-haut. Et je finis mon eau. J'avais pris 1,5 litre d'eau, je fais plutôt du trail, donc une forme de randonnée assez rapide, très légère, que j'aime beaucoup parce que ça se rapproche un peu du bouquetin, de l'animal. Hop, on part comme ça avec presque rien. Et évidemment, arrivé en haut, plus d'eau. Et c'est la première panique. Je me dis, bon, la descente, ça va être moitié moins de temps, donc ça va aller vite. Mais au bout de quelques centaines de mètres sur le chemin du retour, disparaît, autant que je vous vois, le sentier sur lequel je marchais. Donc là, vous êtes perdu. Je suis complètement perdu. Et plus je cherche mon chemin, plus je suis perdu. Je tente une rivière à sec pour retrouver un semblant de chemin, ou peut-être la côte. Et je me retrouve à un moment coincé entre des bouts de falaise, des choses
Et vous tombez face à une falaise de près de 30 mètres de haut. C'est ça. Et vous dites, bah, il faut que je la monte pour pouvoir sortir de là. Quelle bonne idée. Très mauvaise idée. Très, très, très mauvaise idée. Mais j'ai souvent pensé dans la vie que grimper un truc, c'était une façon de se sortir des problèmes. Je pensais trouver du réseau, ou voir mon chemin, ou voir une maison et pouvoir rappeler. Et ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Je grimpe. Et sur les derniers mètres, c'est tout lisse. Les vents, l'eau, etc. Et je m'accroche à ce qu'il ne faut surtout pas faire, une branche qui cède. Et là, je pars en arrière et le temps s'arrête. Sûrement, vous, médecins, vous devez savoir un peu ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Ça va être un flux d'adrénaline. Mais je vois vraiment les cailloux flotter autour de moi au ralenti, la roche s'éloigner. Et je tente même, j'ai le temps de me dire, tente quelque chose. Et je plante mes doigts comme ça dans la roche. Tout casse, évidemment. Et je dégringole. Alors, je dégringole pas de 30 mètres. J'ai de la chance. Il y a un petit retour de roche à 7-8 mètres, 9 mètres en dessous. De roches volcaniques, donc très, très agrippantes. Et vraiment, je m'encastre dans cette roche et je perds connaissance. Et vous rêvez dans un état catastrophique. Je suis scalpé, le bras cassé, les doigts cassés, un pied fêlé, des plaies partout sur le corps. Là, c'est le moment où je retrouve, enfin, où je découvre Moïse, la personne qui finalement me sauve de là. Et plusieurs fois, je repère connaissance. Et là, vous vous souvenez de la règle de 3 en survie. Vous dites, il vous reste peut-être pas beaucoup de temps à vivre. Je me dis que je suis mort. Pourquoi ? Parce qu'en survie, c'est des moyennes. On se dit 3 minutes sans air, 3 jours sans eau. C'est à peu près ça. Et 3 semaines sans manger. Et 3 semaines sans manger. C'est des moyennes en fonction de chacun. Mais je me dis, bon, j'ai grimpé, j'ai plus beaucoup d'eau, j'ai fait une traversée en bateau, j'en ai allé pour 2 jours, j'ai perdu du sang. Et là, je me dis, profitons-en. Voilà. Profitons-en. Profitons-en, parce que... Là, vous dites, je vais mourir, mais profitons-en. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? C'est ça, beaucoup de chance et peut-être le fait d'être habité par cette envie d'être un aventurier, d'avoir lu tant de romans, tant de livres, et me dire, c'est mon tour, je suis aux premières loges. Mais c'est pas très confortable, finalement, les premières loges. Est-ce qu'il y avait quand même une forme de peur, on vous imagine La grande peur, c'était qu'on ne retrouve pas mon corps et que ma famille se dise, bon, il a disparu, pourquoi, comment, on ne sait pas, et que jamais le deuil se fasse. Je me disais, un papa, un fils, un frère aventurier disparu. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça, Jim. Mais comment vous avez fait pour survivre 3 jours, 4 jours sans boire ni manger ? Vous êtes nourri de quoi dans la jungle ? Alors là, gros, vous le mettez là où vous voulez. Gros avertissement pour vos auditeurs. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, mais en survie, c'était mourir ou mourir. Donc j'ai tenté de grignoter ce que je pouvais. À savoir que certaines plantes, un champignon ou quoi, un petit gramme vous tue sur place. Donc j'ai eu de la chance, un peu de connaissance parce que je grignote un peu, je tente les noisettes, les orties. Donc j'ai quelques repères comme ça. Donc j'ai mangé des herbes. Mais ça ne se passe pas forcément très bien. Vous avez aussi des hallucinations. Il y a 2 herbes qui ont vraiment failli me coucher. J'ai senti comme une sorte de cactus rentrer dans ma bouche comme ça, qui bougeait dans tous les sens. Où j'ai pensé, bon, c'est là que je meurs. Vous perdez 10 kilos quasiment en 5 jours. Au 4e oui, jour, je pense, c'est la déshydratation. Ouais. Au 4e jour, vous tombez sur un troupeau de chèvres. Ouais, c'est lui qui tombe sur moi, réellement, dans le sens où moi, je suis toujours au fond de mon trou, desséché, blessé. Et dans la nuit, il y a ce troupeau de chèvres qui vient me visiter. Et une toute petite bébé chèvre là, qui suivait, qui vient mettre son nez sur mon nez. Déjà, ça fait vachement du bien d'avoir un peu de chaleur. Ouais, vraiment, là, c'est quelqu'un. La vie, quoi. Ouais, la vie reprend, on vient prendre des nouvelles. Et ce troupeau vous amène à Moïse. Et ce troupeau, quand il part, monte la falaise de laquelle j'étais tombé. Mais au lieu de le faire bêtement comme moi j'avais tenté tout droit, eux empruntent un chemin peut-être centenaire d'un petit chemin de chèvres qui zigzague. Et je me dis, si je pouvais partir, je repartirais par là. Et il se trouve que le lendemain matin, arrive ce qui arrive à aucun des explorateurs dont j'ai lu les récits. Je crois que c'est la fin, je me vide, je me fais caca dessus, je me suis vraiment... voilà, tout s'en va. Et je me dis, je ne vais pas mourir comme ça, il faut que j'arrive à me lever et me nettoyer. Et donc, je mets 10 minutes, un quart d'heure, je retombe, je trébuche, mais je me lave avec des feuilles, du sable.
Et puis je suis debout contre un rocher, je vois cette falaise et je me dis, allez, petit pas de grand-mère sur le chemin de Chèvres. Et je mets 1 jour et demi avant de rencontrer Mahan Moïse, on dit Mahan le frère, par grand respect pour cet homme. Qui vous accueille, qui comprend que vous êtes dans un état catastrophique. Qui, au qui début... vous pose pas trop de questions. Alors c'est drôle parce que moi je vois sa maison au loin, une maison de champ, on est à 3 heures de son village. J'appelle et puis j'entends quelqu'un répond et Moïse arrive. Moi j'étais nu pour gérer la chaleur. Quand j'entends que quelqu'un revient, je mets mon pantalon et quand Moïse arrive, j'ai la tête que vous avez vue tout en sang, les bras cassés et les fesses à l'air en train de péniblement de remettre d'un bras un caleçon. Il vous offre ce qu'on appelle le gîte et le couvert, vous êtes soigné, rapatrié, vous êtes opéré, vous êtes reparti sur ce mont, en fait, au Timor. Aujourd'hui, vous allez comment? Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va très bien. Il ne reste pas grand-chose, si ce n'est le souvenir d'un bel accident, d'un bon accident. Vous me demandiez tout à l'heure si je n'ai pas eu peur. Je pense que c'était vraiment la joie et l'envie d'être là. Et aussi au Timor, c'est un peuple qui s'est battu pour son indépendance. C'est un lieu assez mythique. D'un seul coup, je faisais partie de ces gens de la jungle. Ouais. Vous appartenez au Timor désormais. Un petit bout, en tout cas c'est une terre qui est très très chère. Votre histoire est vraiment incroyable. Merci. Et on invite nos téléspectateurs à lire votre livre 5 jours au Timor. C'est publié aux éditions Premier Parallèle. Morgane Segui, c'est un vrai plaisir de vous accueillir en tant que survivant. J'ai pas été trop bavard. Ah non mais c'était passionnant, vous aurez gardé beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. Et tout de suite, un reportage. Secourir par forte houle dans des cabines de bateaux exigus. Eh bien, c'est le quotidien du docteur Isabelle Pirlet, médecin bénévole à la Société nationale de sauvetage en mer. Delphine Renaud, Benoît Lordelot et Véronique Bourgin l'ont rencontré lors d'un exercice à Dunkerque. Moi, je suis médecin, je suis chirurgien viscéral. Je fais ça depuis 20 ans. Et prendre en charge des urgences, des polytraumatisés, des choses... Ça, c'est quelque chose, c'est une partie que j'aime beaucoup. Sauver des vies lui est chevillé au corps. C'est ce qui a amené Isabelle, il y a 6 ans, à s'engager comme médecin bénévole à la SNSM. Non, mais ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est une aspiration pour la motopompe. Ouais. Sur le bateau, Isabelle n'a pas de bistouri entre les mains, mais un outil moins délicat, une lance à incendie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le bateau. Il y a beaucoup de types de sorties, d'interventions. Il faut que tout le monde soit capable de réaliser les gestes et ça c'est un entraînement. Être à l'aise dans toutes les situations est indispensable pour les sauveteurs. Attention, les voilà. La priorité, assurer la sécurité de tous en mer. On a repéré un homme à la mer, donc l'idée de l'exercice c'est de faire une récupération, ramener la victime, faire un bilan et après organiser l'évacuation. Même si la victime est un mannequin, l'intervention se fait dans les conditions réelles. Oui, on a récupéré la personne. Tous les bénévoles ont été formés aux gestes de premier secours, mais aujourd'hui ils savent qu'ils peuvent compter sur Isabelle. Attention pour lever. Le médecin est dans son élément et dirige l'opération. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a récupéré dans l'eau et après il est tombé de son bateau. Tombé de son bateau. On sait depuis combien de temps? On l'a récupéré, ça faisait à peu près un quart d'heure, 20 minutes qu'il était à l'eau. Ok. Il n'y a pas eu d'accident, il ne s'est pas cogné, il ne s'est pas blessé. Isabelle prend en charge la victime et en profite pour transmettre ses connaissances aux nouvelles recrues. Là, tu vois, j'ai commencé quelque chose qui est presque réflexe, presque naturel. La première chose à faire, ça va être de le déshabiller. L'endroit est exigu, bien loin du confort des blocs opératoires. C'est ça qui m'attire aussi, c'est de pouvoir faire de la médecine en conditions exceptionnelles. Ça fait partie de ce que j'aime. Grâce à la supervision d'Isabelle, les sauveteurs ont réussi à sauver la victime de l'hypothermie. À Dunkerque, ce type de prise en charge est de plus en plus courant avec les migrants. Bon, l'exercice, c'était vraiment une victime. Quand on en a 50, évidemment, faut avoir une vision un peu plus globale. Oui, ils sont en hypothermie et il faut trier le degré d'hypothermie dans ce cas-là. Donc avoir un médecin, c'est extrêmement précieux. Le docteur Pirlet a trouvé sa place au sein de cet équipage marin et solidaire. L'association des deux me va bien. Le côté sauvetage, le côté secours à la personne, qui est la base de mon métier. Et la mer. La mer qui est que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a toujours beaucoup attirée depuis petite. C'est l'endroit parfait. La SNSM est le premier maillon de la chaîne de secours en mer. Ses bénévoles accomplissent plus de 50% des interventions au large. Des stickers.
Et on vous rappelle que ce sont des bénévoles. Et donc, si vous souhaitez les aider, n'hésitez pas à aller sur leur site, acheter des petits cadeaux, des petits goodies. Ça pourra évidemment les aider. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons nous intéresser aux cicatrices, sur la façon de les éviter au maximum et puis quoi faire lorsqu'une cicatrice est apparue. Les explications avec une médecin dermatologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons du côté de Marseille où l'armée du salut a ouvert un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes sans abri et victimes de violences. Si vous remettez systématiquement vos tâches au lendemain, vous faites peut-être partie de ce qu'on appelle les procrastinateurs. Alors, c'est pas très grave, mais des solutions existent. C'est la chronique d'Anne-Victor Rousselet, notre psychologue. Ceinture de cohérence cardiaque, masque intelligent ou petit accessoire qu'on met dans la main un peu étrange pour mieux dormir. C'est la promesse qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça fonctionne? C'est la chronique de Benjamin Lévesque. Nous répondrons à la question de François, qui aimerait savoir s'il doit utiliser du fil dentaire ou des brossettes interdentaires. Et bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Anne-Victor Rousselet, je rappelle que vous êtes psychologue à l'hôpital. Aujourd'hui, vous nous parlez de procrastination, un comportement assez fréquent qui consiste à repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Rim, Benjamin, est-ce que vous faites partie de la team des procrastinateurs? Je suis spécialiste. Ouais. Petite spécialiste, il y a toujours un truc qu'on n'a pas envie de faire, on remet au lendemain. On sait qu'on a du temps, donc on dit c'est bon, j'ai le temps. Ouais, donc il y a les spécialistes et les généralistes, attention. Sauf que ça peut être un motif de consultation psy. On peut aller consulter le psy parce qu'on procrastine. Oui, et c'est même fréquent. Ah Maintenant, ça devient fréquent, oui. En fait, la procrastination, vous l'avez bien expliqué, c'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Souvent, c'est lié à une forme de perfectionnisme. On se dit qu'on aimerait faire les choses parfaitement et on n'a jamais les temps de les faire parfaitement, alors on les remet au lendemain. Et donc, j'aimerais vous parler de Charlotte, qui a 28 ans, qui est une procrastinatrice, c'est pas évident, hein, je travaille ma diction, du quotidien, c'est-à-dire qu'elle remet tout au lendemain. Tout. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de conséquences. C'est-à-dire que jusque-là, ses examens, elle se couche tard, elle se lève tôt. Et puis jusqu'au dernier moment, elle considère qu'elle a le temps. Et quand elle a beaucoup de temps, elle considère qu'elle a énormément de temps et que ce n'est pas nécessaire de s'y mettre. Donc elle s'y met qu'une heure avant la deadline, ce qu'elle considère être largement suffisant. Alors pourquoi est-ce qu'on procrastine au final? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des facteurs qui favorisent la procrastination? Ouais, il y a des facteurs qui favorisent la procrastination, notamment la fatigue, voyez. La fatigue, la double évaluation, c'est-à-dire l'évaluation qu'on va faire à la fois de la tâche qu'on a à faire et des ressources dont on dispose pour réaliser cette tâche. Alors quand c'est une tâche nouvelle, on ne sait pas vraiment ce qu'elle va nous demander, mais on peut supposer que ça va être beaucoup parce qu'on ne connaît pas. Il y a également l'attrait, la motivation pour la tâche, et puis les bénéfices immédiats qu'on va en retirer. Alors justement, on comprend assez facilement que les nouvelles tâches ou les tâches administratives, elles ont tendance un peu à mettre un peu à distance. Oui, parce qu'en fait, en dehors de certains comptables qui sont absolument passionnés par les bilans, qui aime faire sa déclaration d'impôt, n'est-ce pas? Qui aime ouvrir et faire ses factures, n'est-ce pas? Pas grand monde, personne en fait. Hein. Donc arrêtons de se culpabiliser, personne n'aime faire ça. Toutes ces tâches en général présentent un attrait faible, voilà, et représentent une charge de ressources importante et une récompense très faible. C'est plutôt l'absence d'inconfort, en fait, c'est-à-dire l'absence de majoration qui va vous pousser à le faire. Donc le procrastinateur, qui est souvent perfectionniste, préfère remettre ça plus tard pour le faire parfaitement ou parce qu'en fait, il va avoir besoin de rechercher du plaisir à un moment donné. Ok, je comprends un peu mieux. Donc si on revient à Charlotte, votre patiente anxieuse, elle procrastine, mais pour faire quoi à la place? Parce que souvent, on fait des trucs qui servent à rien. À la place de faire la déclaration d'impôt, on va aller sur... tout le bureau. Ouais. Par exemple. Ah ouais, c'est quoi Alors oui, avant de me mettre au travail, je range tout plusieurs fois. Alors, c'est quand même une procrastination productive, Rim. Bravo, parce qu'il y a la procrastination productive comme la vôtre, mais il y a Charlotte qui va scroller les photos de chatons sur Instagram et compagnie. Ouais. Rim, c'est peut-être plus un toc là que vous avez, non? Peut-être, c'est vrai. Bon, on vous mettra en relation, je vous avouerai. En tout cas, elle va faire plein de choses pour éviter de travailler sur sa thèse, puisque c'est sa raison de consultation à Charlotte, elle n'arrive pas à s'y mettre. Comment on fait justement pour s'en sortir? Est-ce qu'on peut donner des conseils très simples? Bien sûr. D'abord, il s'agit de lister tout ce qu'on procrastine. Alors, on laisse rien de côté, là, on est honnête au moins avec soi-même, et on va lister tout ce qu'on procrastine, les coups de téléphone, les démarches administratives, mais il y a aussi les rendez-vous médicaux, le travail scolaire, etc. La première chose, c'est qu'on va choisir un seul objectif. On n'essaye pas de travailler sa procrastination sur tout. Pour Charlotte, on va choisir plutôt la thèse, parce que c'est ce qui l'inquiète le plus, c'est ce qui la rend le plus anxieuse. On va fractionner en étapes de 5 à 20 minutes. Donc là, en l'occurrence, pour elle, ça pourrait être
ouvrir un document Word, commencer à mettre des tirets. Pourquoi 5 à 20 minutes? Parce qu'on va essayer de pigeonner son cerveau, c'est comme ça que j'explique aux patients, c'est-à-dire que lui faire comprendre que ça c'est accessible comme tâche, on peut le faire, ça va être OK. Si vous êtes sur 1 ou 2 heures, sur un temps de 1 ou 2 heures d'activité, alors là vous retournez scroller les chatons, je vous le donne en 1000. Troisième étape, on va mettre au moins une étape par jour, on va organiser, on va faire un planning, et Charlotte, je lui demande de me confirmer chaque jour, par mail. Alors je réponds, je la félicite en général, mais elle m'envoie par mail qu'elle a fait sa tâche du jour. Et comme ça lui fait un renforcement positif. Je la félicite. Et voilà. Et puis on va se programmer des récompenses après les tâches. Donc pas des récompenses qui durent 2 heures. Hein. Si vous faites 5 à 20 minutes et que vous avez une récompense de 2 heures, on va avoir du mal à arriver au bout de la thèse. Mais des petites récompenses qui peuvent être écouter une chanson, quelque chose d'agréable qu'on aime bien et qui va durer à peu près autant. Et puis si les étapes ne sont pas réalisées, c'est donc qu'elles sont trop lourdes. Il ne faut pas se dire ah bah non j'y arriverai pas, je laisse tomber. Non, il faut refractionner, redécouper en plus petites étapes. Et donc une fois que c'est fait, on doit reprendre la main progressivement. Le tout, c'est d'y aller tout doux. Exactement, et puis on augmentera le nombre d'étapes progressivement. Il ne faut pas oublier que ce qu'on surévalue, c'est le coût d'entrée d'une tâche. C'est vrai qu'une fois qu'on s'y met, on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est la mise en route en fait. Hein. Eh bien, merci de tous ces conseils, Anne-Victoire. Et tout de suite, on retrouve Benjamin Lévesque qui nous donne plein de conseils pour mieux dormir. Mais avant ça, on a reçu une question d'Héloïse qui nous demande pourquoi sa cicatrice, qui était très fine après son intervention, est aujourd'hui beaucoup plus large. Eh bien, Héloïse, nous répondrons à votre question et celle des autres qu'on a reçues dans notre dossier du jour consacré aux cicatrices. Benjamin Lévesque, sur les réseaux, on trouve plein d'accessoires qui nous font la promesse de mieux dormir. Avec vous, on va faire le tri pour voir si certains peuvent marcher. Aussi, c'est tout simplement ce qu'on appelle un attrape-nigo. Et vous commencez avec une ceinture un peu bizarre. Oui, une ceinture que l'on voit dans le commerce, c'est une ceinture de cohérence cardiaque. Donc pour l'utiliser, en fait, il suffit de la placer autour de la taille. Et alors vous voyez que c'est une ceinture qui est quand même pas mal d'électronique. On va la mettre en route. Hop, on l'active. Et là, en fait, la ceinture va vous guider pour modifier votre respiration. Donc là, en clair, ça envoie des vibrations. Quand les vibrations sont lentes, on inspire, on continue à inspirer. Et lorsque les vibrations sont rapides, là, on expire. Et on continue. Donc, vous n'avez même pas besoin de compter en disant, tiens, c'est 5 secondes d'inspiration, 7 d'expiration. Non. Et en fait, l'objectif, c'est d'atteindre en quelques minutes un état de calme, de zénitude. Et ça, c'est plutôt pas mal. La cohérence cardiaque pour s'endormir, c'est plutôt validé. Oui, c'est ce que me disait le professeur Pierre Philippe, qui est psychiatre et spécialiste du sommeil, qui m'a expliqué qu'en fait, cette technique va entraîner le cœur sur un rythme plus apaisé. Et donc, cette technique de cohérence cardiaque qui a montré scientifiquement que ça pouvait avoir des bénéfices pour aider les gens à s'endormir. Alors attention, c'est pas la cohérence cardiaque qui fait dormir, mais en fait, ça va plutôt empêcher les facteurs qui peuvent nous empêcher de dormir, comme le stress par exemple. Alors la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on connaît, on peut le faire avec des applications, même tout seul gratuitement. Là, cette ceinture, elle coûte combien? Alors elle coûte entre 150 et 200 euros, donc effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une ceinture de cohérence cardiaque pour faire de la cohérence cardiaque. On peut le faire sans. Il y a beaucoup de tutos sur Internet qu'on peut trouver des vidéos pour apprendre à respirer et donc faire baisser son rythme cardiaque. En tout cas, c'est quelque chose qui est validé, qui peut nous aider à nous endormir. Vous avez un autre accessoire à nous proposer, un masque intelligent. Alors là, on est un peu plus dubitatif. Alors vous allez voir, beaucoup en font la promotion sur les réseaux sociaux. On connaissait tous les masques à poser sur les yeux pour aider à nous endormir. Et là maintenant, on a des masques qui sont équipés d'électronique avec des petites enceintes, des petits haut-parleurs qui sont intégrés et qui vont envoyer des bruits blancs, mais ça peut aussi être des bruits de la nature. L'idée en fait de ces bruits blancs, c'est de couvrir tous les bruits parasites si on dort dans un environnement bruyant ou si on a des acouphènes, et donc d'aider à nous endormir. Le problème, comme l'expliquait une autre médecin du sommeil, c'est le docteur Sylvie Royan-Parola, c'est qu'il y a zéro preuve scientifique sur l'intérêt des bruits blancs pour l'endormissement, et ça peut même rendre dépendant. Si jamais on est habitué à dormir avec ce type de bruit, on ne pourra plus s'endormir sans ce type de masque. Et donc, selon elle, pour dormir, il faut du silence. Donc ces masques plutôt pas terribles, contrairement à la ceinture qui coûte un peu cher. On termine avec un autre accessoire qui fait fureur sur les réseaux. Alors là, c'est particulier. Petit accessoire, vous l'avez sans doute tous déjà vu sur les vidéos sur TikTok et Instagram. Donc petit accessoire ovale, et donc vous allez le voir aussi à l'écran, il y en a pas mal qui tournent sur les réseaux sociaux. Il suffit de l'allumer et de le placer, ce petit objet ovale, dans la main. Et sur les réseaux sociaux, donc on voit que on s'endort paisiblement au bout de quelques minutes. Et en fait, ça envoie en fait des électrostimulations sur le bout des doigts.
Et en fait, l'hypothèse, c'est que ça appuierait sur des points d'acupuncture des doigts qui enverraient des neurostimulations au cerveau qui aideraient à mieux s'endormir. Alors l'acupuncture pour aider à dormir, moi je dis pourquoi pas, mais là, avec ce petit appareil, est-ce que ça marche? Alors tous les médecins que j'ai interrogés m'ont répondu la même chose, ça ne sert à rien, c'est de l'arnaque, il n'y a pas d'épreuve scientifique qui a montré que eh bien, ça pouvait avoir un intérêt dans l'endormissement, et donc il n'y a pas d'effet positif pour ça. Et puis, c'est assez désagréable. Je sais pas si vous laissez tester, Anne-Victoire? Ouais, moi, Parce que vous avez monté la puissance tout à l'heure pendant Oui, la répétition. Tout à l'heure, j'ai augmenté, j'ai fait une petite blague à Benjamin. Ouais, et qui a réduit la... Donc bon, Oui, c'est oui. pas terrible Ça réveille, au contraire, moi je trouve que ça réveille. Ça réveille, c'est pas très agréable. Ça fait comme des petites piqûres, oui, en effet, mais... C'est vraiment un attrape-nigo. Et on termine avec une tendance en vogue qui coûte pas cher, là, c'est le dark shower. Alors là, vous allez même faire des économies d'électricité. C'est de prendre sa douche dans le noir. Vous allez voir, regardez, certains se filment, même sur TikTok, Instagram, en train de tester le concept. Donc l'idée, c'est d'éteindre toutes les lumières. On met une petite bougie pour pas se casser la figure dans la douche. Et donc, on va prendre sa douche dans le noir. Et donc, en fait, ça favoriserait l'endormissement. Alors, tous les médecins que j'ai interrogés m'ont dit que, sur le principe, c'est pas complètement idiot. Quand on baisse la luminosité, eh bien, ça active la sécrétion de la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. Mais alors, ça ne sert à rien si... en sortant, vous allumez toutes les lumières ou vous allez dans votre lit avec le téléphone. Là, vous annulez tous vos efforts. Donc voilà. Merci Benjamin de toutes ces explications. On retiendra néanmoins la cohérence cardiaque qui peut nous aider. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction Marseille. Marseille, et plus précisément dans un des quartiers les plus pauvres où l'Armée du Salut a ouvert un centre d'hébergement d'urgence dédié aux femmes sans abri et victimes de violences familiales. Reportage, c'est Idali, Julien Nativel, Maureen Marion. Le 3e arrondissement de Marseille détient un triste record, celui du quartier le plus pauvre d'Europe. Plus d'une personne sur deux vit avec moins de 700 € par mois. C'est dans ces rues que Nathalie a été recueillie par les services sociaux. Enchantée et bonjour à vous. À 59 ans, elle est fière de nous ouvrir les portes de son lieu de répit. Oui, je suis chez moi. Tu nous fais visiter? Bien sûr, avec plaisir. Un container de 12 mètres carrés, Allez, entrez. entièrement équipé par l'Armée du Voilà. Salut. Ça, c'est mon petit studio. Ici, je me sens très très bien, mieux que dans la rue, parce que j'étais dans la rue avant. Tu as peur de tout, de toi, de ton sac, de tes papiers, de la violence, de tout, de tout. Mais maintenant, ça fait 7 mois et demi presque. Ça va. Submergée par des problèmes personnels, Nathalie s'est retrouvée sans abri, sans le sou et sans affaires personnelles. Dans ce studio, son esprit est apaisé. Bientôt, elle commencera une formation et se surprend même à croire en l'avenir. Quand je vois ces photos, elle est en train de me donner du courage. Mon rêve, c'est d'avoir une maison, d'avoir un travail, d'avoir une voiture. C'est tout. Chacun de ces 69 containers abrite des vies cabossées. Ce sont des femmes uniquement, avec ou sans enfants. La plupart ont en commun d'avoir fui des violences familiales. Ici, elles sont en sécurité. Les hommes n'ont pas le droit d'y accéder, sauf sur autorisation. Dounia est une femme transgenre. Elle a 19 ans et vivait à l'hôtel, livrée à elle-même. J'ai plus de famille, j'ai plus de père, plus de mère, donc je me retrouve seule. Quand je suis arrivée ici, ça allait pas vraiment du tout. Je faisais que boire l'alcool. Je me mettais dans des états pas possibles, pourtant ils appelaient les pompiers. Maintenant ça va mieux. Depuis 3 mois, ça va beaucoup mieux. C'est pas mal. Sur son chemin, elle a croisé nombre d'hommes violents dont elle a encore du mal à se défaire. C'est ce qu'elle confie ce matin à l'infirmière du centre d'accueil. Allez, viens t'asseoir. Présente tous les jours, Bouchrati est là pour soigner, écouter et orienter vers d'autres spécialistes. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait que me taper, il me traîne tout le temps. Il t'a traîné aujourd'hui? Ouais, non, il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Il t'a traîné où? Mais chez lui, en bas de chez lui. Et pourquoi? Parce que genre, il est trop jaloux. Il est jaloux de ce que tu fais, de ce qui se passe? Ouais. Tu veux pas porter plainte, pourquoi?
Parce que j'ai trop peur qu'il ait appris des représailles et tout. D'accord. Ce qu'elles vivent, c'est terrible. Hein. J'ai une de chez nous qui a eu la mâchoire cassée, la hanche cassée, œil au beurre noir, des cheveux arrachés. Enfin, c'est horrible, horrible. Elles ne dorment pas la nuit, elles sont sous anxiolytiques, elles sont sous antidépresseurs, elles s'alcoolisent beaucoup pour oublier. Et c'est vrai que nous, on les oriente automatiquement vers notre psychologue qui sait être à l'écoute surtout et apporter des solutions. Et courage, hein, Dounia. Merci. Les traumatismes sont tels que ces femmes ont appris à se méfier de tout le monde. Il faut alors faire preuve de patience et profiter de chaque occasion festive pour les apprivoiser. Et c'est le travail de l'assistante sociale, Nassima. J'aime passer des moments où je rigole avec elle, on discute de tout et n'importe quoi. Et je pense aussi que c'est ce lien qui permet qu'il y a un lien de confiance qui serait entre nous. Et donc du coup, on peut avancer main dans la main et avoir un résultat. On a fait la fête aujourd'hui. Avec tout le manger, c'est très très bon. Hein. Quand le lien de confiance est tissé, Nassima peut alors les aider. Dans la rue, ces femmes ont tout perdu. Leur dignité, mais aussi leur papier d'identité, leur droit à la sécurité sociale. Dounia était dans cette situation il y a 6 mois. Et Dounia, je lui ai fait donc du coup une ouverture de ses droits, parce qu'elle n'en avait plus. Et donc du coup maintenant elle a des droits, elle peut aller se soigner. Et donc ça, c'est ma victoire. La prochaine étape pour ces femmes, c'est de bâtir un projet professionnel. Celui de Dounia est de travailler auprès des enfants. Et un grand bravo justement aux bénévoles et salariés de l'Armée du Salut. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. François nous dit « Je voudrais savoir si le fil dentaire est plus efficace que les brossettes. J'ai des problèmes dentaires et je dois le faire tous les jours. » C'est vrai que c'est un peu contraignant ce petit geste, mais il a une vraie importance parce qu'on pense parfois que juste se brosser les dents, ça suffit, alors qu'en réalité, juste avec le brossage, on n'enlèverait que 60% des saletés qu'on a dans la bouche. On nettoierait que 60% des surfaces. Donc vous voyez sur ce dentier, au final, quand vous allez brosser, ça va enlever là, mais ça ne va pas enlever les espaces interdentaires qu'on a ici. Vous utilisez quoi? Moi, je suis team brossette. Oui. La brosse à dents déjà 3 fois par jour, c'est déjà Ça suffit, bon, ok. Ah, sérieux, vous mettez pas... C'est cracra ça, Non, vous mettez ni dentaire, ni brossette. Non, mais après, le dentiste, pendant le détartrage, il retire tout. Mais c'est 1 fois par an le détartrage que vous faites entre non, je fais tous les 6 mois. C'est pas suffisant, là, vous le dentaire, mais il est cracra, Benjamin Lévesque. Mais j'y arrive pas, je sais, j'en ai plein. Au moins, c'est honnête. C'est pour ça qu'il y va tous les 6 mois. Alors, on va commencer justement par le fil dentaire. Oui, alors, on commence donc par le fil dentaire. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. Vous avez des modèles non cirés, comme celui-ci, un peu plus épais, des modèles cirés comme celui-là. Et ce que ça va permettre d'enlever, donc c'est la plaque dentaire qu'on voit ici. Et c'est vrai que quand on voit ça, on comprend pourquoi il faut s'occuper des espaces interdentaires. Alors, regardez sur la vidéo qui va suivre comment on utilise donc ce fil dentaire. On en prend un morceau assez long, on l'enroule autour des doigts. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est le faire rentrer dans la dent, mais avec un petit mouvement de va-et-vient. Et non pas en y allant trop violemment, parce que sinon, on risque de faire saigner la gencive. Et puis, on remonte de la même manière, assez doucement. L'idée, c'est vraiment que ça frotte la dent pour enlever donc cette plaque dentaire. Et les dentistes donc, recommandent d'utiliser le fil avant le brossage pour retirer les morceaux. Ça, je trouve ça un peu difficile, moi, avant le brossage. Oui, on est d'accord. Et il faut compter entre 3 et 5 euros pour la petite boîte. Alors, Benjamin, vous savez, il y a une bonne nouvelle, c'est que le fil dentaire, vous n'êtes pas obligé de le passer sur toutes les dents, uniquement sur celles que vous souhaitez garder. Ah oui, je dis on a... Comme ça, vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a le fil dentaire, mais il y a également la brossette. Oui, alors là aussi, il existe différents types de brossettes. Vous avez déjà des formes différentes, celles-ci qui sont pliées ou celles-ci qui sont droites, et puis différents diamètres qui vont correspondre à l'espace entre les dents que vous avez. Et on va voir donc sur cette vidéo qui arrive ici comment cette dentiste l'utilise. Voilà, très simplement, vous passez dans le haut de la gencive, assez doucement aussi. L'idée, c'est pas de se faire mal, faut pas trop forcer, mais il faut quand même que ça frotte. Et à ce jour, les dentistes estiment que c'est ce qui est le plus efficace
pour nettoyer entre les dents. Encore faut-il trouver la bonne taille, donc il ne faut pas que ce soit Exactement, douloureux ni traumatique, il exactement. ne faut pas que ça saigne non plus. Oui. Ces brossettes, il faut les changer régulièrement? Alors, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on les rince, après qu'on les ait utilisées, après chaque usage. Et là, le conseil, c'est de les changer au bout de 1 semaine, 10 jours, parce qu'ensuite, ça va s'abîmer, un peu comme votre brosse à dents, ça va s'effilocher. Un paquet, c'est entre 4 et 5 euros. Donc voilà, c'est un petit budget. C'est cher, hein. C'est- Faut le dire. En Honnêtement. France, les brossettes interdentaires Oui. sont trop chères. C'est pas normal. Je suis assez C'est un bout de d'accord. plastique et un truc qui coûte pas cher. Et c'est pour la santé bucco-dentaire. Et donc, c'est une honte qu'on vende ça 4-5 euros. Ça favorise encore une fois les inégalités sociales. C'est ça, sachant qu'en plus, il faut souvent 2 tailles parce qu'on n'a pas les mêmes espaces dentaires. Donc voilà, ça serait bien de baisser un peu les prix. Vous le disiez, Jimmy, on prend la bonne taille et le dentiste peut aider. Et pour le rythme, Benjamin, je suis désolée, mais les dentistes, ils nous disent tous les jours. Non, mais dès que les prix vont baisser, je le ferai. Vous verrez quand vous aurez un implant à faire, vous verrez si Ah ouais, c'est grave. pas rentable. C'est moins cher qu'une couronne, hein, franchement. Merci beaucoup, Corinne, de toutes ces précisions. Ça, c'est gratuit, ça. Tiens, dans ta tête, Benjamin. C'est ce que- On passe à notre dossier du jour. Trop foncé, rouge, encreux ou encore boursouflé, les cicatrices sont rarement parfaites. Alors, que ce soit pour une coupure ou une opération chirurgicale, comment peut-on faire pour améliorer leur aspect? On répond à toutes ces questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Marion Delaplace, médecin dermatologue à Tours. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a reçu plein de questions à propos des cicatrices, mais j'ai l'impression que ça dépend de plein de paramètres. C'est les cicatrices chez des patients à un moment donné de la vie. On a l'impression, par exemple, que les enfants cicatrisent mieux que les adultes. Alors, est-ce que ça aussi, c'est déjà une idée reçue? Alors non, effectivement, en fonction de l'âge, on cicatrise pas pareil. Les jeunes cicatrisent mieux que les plus âgés. Ce qui peut poser des problèmes, parce qu'il y a plus de risques de cicatrices hypertrophiques et kéloïdes, justement, chez les jeunes. Mais effectivement, on cicatrise mieux quand on est jeune. Et est-ce qu'il y a des types de peau qui cicatrisent mieux? On a l'impression que certains, ils ont une toute petite plaie, ils vont avoir des boutons et une cicatrice, et d'autres... On voit ça notamment avec la varicelle. Des enfants qui ont des boutons de la tête aux pieds, ils n'ont aucune cicatrice, et puis parfois 1 ou 2 boutons, et paf, on a des grosses cicatrices. Il y a vraiment des facteurs génétiques et familiaux qu'on connaît très bien. Et on sait que les peaux foncées ont plus de risques de faire des cicatrices hypertrophiques, voire kéloïdes. Alors, on va rappeler ce qui se passe en cas de cicatrisation pour vous expliquer à quel point c'est un phénomène qui est très complexe. Imaginez que vous faites une plaie, quelle qu'elle soit, vous avez différentes couches de la peau qui vont être touchées en fonction de la profondeur de la plaie. On a la couche superficielle qu'on appelle l'épiderme, on a le derme et l'hypoderme qui est rarement touché, heureusement, sauf dans les accidents dramatiques. Cette peau, elle est vascularisée, mais lorsque vous avez une plaie, eh bien, vous faites ce qu'on appelle une porte d'entrée, c'est-à-dire que des bactéries peuvent pénétrer la plaie, quelle qu'elle soit, raison pour laquelle il faudra systématiquement désinfecter une plaie. Vous avez une phase de cicatrisation qui va commencer par de la coagulation, ça saigne et donc il y a des caillots qui vont se former. Vous avez plein d'agents qui vont arriver, qui vont essayer de réparer la peau plutôt en profondeur dans un premier temps. Vous avez des cellules spécialisées qu'on appelle des macrophages et des fibroblastes, qui vont faire une sorte de ménage et qui vont venir peu à peu cicatriser les couches les plus profondes vers la superficie. Et avec le temps, la dernière couche qui va être réparée, c'est la couche superficielle. Donc un processus de cicatrisation, ça peut être long. Souvent, on espère qu'en 2-3 jours, on se fait une plaie, c'est réglé. Mais ça peut prendre combien de temps? Alors vraiment, la phase finale, entre guillemets, ça peut prendre jusqu'à 18 mois, voire 24 mois, clairement. Il y a 3 phases et la dernière phase, la phase de remodelage, c'est plusieurs mois et plutôt 12, 18, ça dépend, mais en tout cas 18. Remodelage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la dernière phase pour Dernière qu'on phase où arrive vraiment remodelage des tissus, la cicatrice va enfin être un peu plus plane, plus blanche aussi, moins rouge, moins inflammatoire. Et dans cet intervalle, il faut protéger sa peau du soleil, parce que Exactement, 18 mois, c'est très long, même 12 mois, Oui, 26 ouais. mois. Non, on recommande 1 an de protection solaire. Alors, ça ne veut pas dire pas de soleil, mais protection solaire avec une crème solaire ou voire un pansement, comme ça on est tranquille. Mais... Parce que le risque, c'est quoi si on n'a pas cette protection solaire et qu'on prend un coup de soleil? Alors, le risque, par exemple, sur une cicatrice qui est assez récente, qui est encore inflammatoire, on peut développer une pigmentation post-inflammatoire, on appelle ça. Donc, une cicatrice qui va être un petit peu foncée. Puis ça reste une cicatrice, une zone fragile. Donc, on va relancer un peu l'inflammation. Est-ce qu'il y a des zones du corps qui cicatrisent plus mal que d'autres? Oui. Et ça, on le dit aux patients, notamment quand ils ont une demande à titre esthétique sur un grain de beauté, par exemple. Tout ce qui est sternum, pectoraux, haut du dos, épaules, sont vraiment des zones à forte tension et à risque de cicatrice hypertrophique ou encore une fois kéloïde. Et le lobe des oreilles aussi, une zone à risque de kéloïde. Les oreilles, alors qu'on aurait tendance à se dire que plus la peau est fine, plus la cicatrisation sera mauvaise. Alors là, pour le coup, le lobe des oreilles, c'est vraiment chez des gens qui ont tendance à faire des cicatrices kéloïdes. Il ne faut pas essayer de faire des... Et est-ce que la peau qui est exposée au soleil a tendance à moins bien cicatriser ou pas?
Non, enfin, non. Ok. Je pensais que les UV du soleil avaient un impact. Juste sur la cicatrisation Sur la cicatrice, récente, ouais. c'est tout, sur la cicatrice récente. Est-ce que les crèmes cicatrisantes sont efficaces? Parce que c'est vrai, quand on va à la pharmacie, alors là, on ne sait pas laquelle acheter. Il y en a plein, on imagine que certaines sont peut-être bien, mais c'est vrai, on est face à des crèmes qui ont un certain coût d'ailleurs, et on ne sait même pas laquelle acheter. Là, vous en propose 3 qui vont s'afficher à votre écran. On a la gamme SVR, Aven et Cicaplast. Bon. Alors, elles ont toutes des composants un peu différents. L'avantage de la Cicavit SPF 50, c'est comment on a un protecteur solaire dedans. Donc, ça fait double effet. Après, par exemple, la Cicavit, je sais qu'elle a un composant qui va lutter contre la pigmentation post-inflammatoire. Dans le Cicaplast B5, on va retrouver un composant qui va un peu lutter contre le côté un peu douloureux d'une cicatrice. Et puis dans le Cicalfate, il y a le cuivre zinc qui va avoir le côté antibactérien. Mais comment on fait en tant que patient pour dire je veux... Il n'y en a pas une mieux qu'une autre, clairement. Je trouve que l'intérêt, c'est quand même que ça permet de s'occuper de sa cicatrice et de masser sa cicatrice. Et ça, c'est très important pour avoir une jolie cicatrice. Et puis, ça amène quand même aussi un corps gras qui va enlever les dernières croutelles, etc. Donc ça, ce genre de crème, on les applique à partir de quand? Imaginons qu'on se fait une plaie, on s'est coupé, on s'est ouvert, on a mis un petit pansement. Ça dépend quel type de plaie. Quand il y a des points, c'est une fois que les points sont enlevés. Et puis, si c'est vraiment une égratignure assez superficielle, on peut le faire assez tôt. Pardon, il vaut mieux une crème comme celle-ci ou la vaseline? Parce qu'on recommande la vaseline. Alors, la vaseline, c'est gras, on ne se trompe pas. Voilà. C'est un corps gras qui va avoir un intérêt certain, justement pour éliminer les croûtes. Parce qu'une bonne cicatrisation, c'est une cicatrisation sans croûte. Et ça, c'est hyper important. Alors, on a amené ce qu'on appelle des strips, puisque parfois on se fait une plaie qui ne nécessite pas de point de suture ni d'agrafe. On va à la pharmacie, on demande de poser des strips, mais on ne sait pas exactement comment les poser. On a préparé une petite cuisse de poulet, pas une cuisse, un filet de poulet. On a fait une petite entaille pour mimer une plaie. Hop. On va mettre une caméra justement pour qu'on puisse bien voir la plaie et voir la technique, parce que c'est finalement assez simple de poser ces petits strips. Oui, donc évidemment, faut qu'on juge il a été jugé que la plaie ne nécessite pas de point de suture. Voilà. Alors. Donc, on va poser une première partie du strip sur la première partie de la cicatrice qu'on appelle une berge de la cicatrice, et on va avoir un petit mouvement comme ça de traction pour aller bien mettre les berges bord à bord. Ah, donc d'abord on pose la première partie, et on après tire un peu, exactement. On rapproche les berges, voilà. Et on met la seconde. Hop. On va laisser 1 ou 2 mm pour permettre les exsudats, etc. Enfin, si ça suinte un petit peu. Hop. Et on finit transversalement pour maintenir tout ça. Et si on les a bien posés et que c'est sec, ce qui n'est pas le cas du filet de poulet, ça peut tenir 3, 4, 5 jours et on peut même désinfecter par-dessus. Ah, donc on laisse en place les strips. Ouais. On peut désinfecter par-dessus, mais on évite de prendre la douche, du coup. Oui, petite douche rapide, ça tient bien les strips, hein. Mais pas un bain. Et une fois que ça tombe, on n'en remet pas forcément. Ça dépend de l'état de la plaie. Donc ensuite, l'idée, c'est de consulter de toute façon. Et de toute façon, c'est plutôt au médecin de vous dire. En tout cas, l'idée, c'est de les laisser en place quand même suffisamment longtemps. On a cette question d'Héloïse qui nous dit « Mais j'ai été opérée, après l'intervention, sa cicatrice était très fine, elle semblait très contente, mais elle nous dit aujourd'hui sa cicatrice est beaucoup plus large. Après une intervention, la cicatrice, elle peut évoluer dans le temps et passer... » Alors, ça arrive par exemple sur les zones avec beaucoup de tension, et puis ça dépend aussi peut-être de la façon dont on a fait la cicatrice. Peut-être qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle de plan profond, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément su tirer la partie la plus profonde avec du fil résorbable, et donc peut-être que ça a un petit peu lâché. Mais d'une manière générale, par exemple, les cicatrices du dos, on sait que même si on est très content quand on enlève les fils, ça peut avoir tendance un petit peu à se distendre. Alors parfois, la cicatrice, elle peut être douloureuse et elle peut démanger. C'est Natou qui nous pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait quand ça gratte et que la cicatrice est un peu douloureuse? Alors, dans les tout premiers jours, c'est très fréquent de ressentir une démangeaison. Ça, c'est le phénomène normal de cicatrisation. En revanche, une fois que la cicatrice est acquise et qu'elle est rouge et qu'elle démange, peut-être qu'elle est hypertrophique, voire kéloïde. Si elle est juste hypertrophique, une crème à base de corticoïdes marche plutôt bien. Si elle est kéloïde, ça ne va pas suffire. Donc, on consulte par exemple, le médecin. là, elle est hypertrophique. On peut mettre une crème à base de corticoïdes. Ça va vraiment soulager et même désinfiltrer un petit peu. Alors justement, vous en parliez, quand la cicatrisation ne se fait pas correctement et que l'on voit apparaître des boursouflures qui débordent largement, on parle de cicatrices kéloïdes. Elles sont parfois très impressionnantes et peuvent donc avoir un lourd impact sur le quotidien. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Safar Baroud, Kevin Vincent, Nathalie Vincenti. Allez, on y va, chouchou. Régulièrement, sur les bords de Marne, Chabi, 30 ans, et son petit chien viennent faire de l'exercice. Mais pas question de tomber la veste et le tour de cou.
Chabi doit absolument protéger sa peau du soleil et plus particulièrement ses cicatrices dites kéloïdes, apparues après des poussées d'acné. Je vais vous montrer juste au départ comment c'était. C'était des boutons simples au départ et ensuite c'est parti dans une poussée en arme quoi. Et celle-ci, elle date vraiment de ma période d'adolescence. C'était beaucoup plus gros, donc de ce diamètre-là, mais en relief, vraiment très très gros. Et là, j'en ai eu récemment ici. Contrairement aux cicatrices classiques qui s'arrêtent une fois la peau réparée, les cicatrices kéloïdes vont continuer de se développer en raison d'une surproduction de collagène dans la peau. Ça m'handicape au quotidien. Quand je suis au soleil, donc période d'été, ou même quand je veux partir dans les îles ou en Afrique, mes épaules, je dois toujours les couvrir. Les soutiens-gorge à bretelles qui grattent, là, on a arrêté. Maintenant, on met des brassières. Une gêne qui s'invite même dans sa carrière. Chabi est chanteuse professionnelle et sur scène, un rien peut aggraver ses cicatrices. Cette robe, c'est une robe que j'ai sur l'un de mes spectacles. Et comme elle a des paillettes, en fait, qui parfois me grattent, me blessent un petit peu la peau, elle me dérange souvent au niveau des épaules. Et donc, il faut que je fasse attention un petit peu à tout ça, quoi. Après plusieurs années d'errance thérapeutique, Chabi a enfin trouvé un médecin pour traiter ses cicatrices. Alors, allez-y, installez-vous. Le docteur Verino est chirurgien esthétique. Bon, du coup, on s'est déjà vu maintenant plusieurs fois. Ouais. Dernière fois, c'était il y a un mois. Donc l'épaule, on l'avait retirée il y a combien de temps maintenant? Ça doit faire quasiment un an. Un an, ouais. Après avoir réduit chirurgicalement la boursouflure sur l'épaule de Chabi, il la reçoit désormais une fois par mois pour contrôler l'évolution du kéloïde. Un défaut de cicatrisation qu'il connaît bien. Il y a certaines zones qui sont plus favorables pour faire des kéloïdes, les oreilles, le sternum, les épaules, des contextes un peu génétiques, donc souvent il y a des antécédents familiaux, les parents ont des cicatrices qui sont comme ça, un petit peu hypertrophiques, un peu en relief, et le phototype. Phototype, c'est quoi? C'est ce qu'on a la peau foncée, ce qu'on a les cheveux foncés, les yeux foncés aussi. Plus le phototype est important, plus on est à risque d'en faire. Donc c'est pour ça que ça touche plus les personnes à peau noire ou à peau asiatique. Du coup, on va pouvoir passer à côté et faire l'injection. Ok. S'il est impossible d'empêcher la formation de nouveaux kéloïdes, les injections de corticoïdes sont un bon moyen de limiter leur évolution. Alors, le corticoïde, ça va jouer sur l'inflammation locale. Donc, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on fait des kéloïdes. Donc, il y a trop de collagène, mais il y a aussi une inflammation locale qui va faire que le mécanisme va se poursuivre. Donc, les corticoïdes, ça va diminuer l'inflammation locale et contenir un peu sa cicatrice pour justement pas que ça reprenne du relief comme ça pouvait en reprendre avant, quoi. Donc là, aujourd'hui, où est-ce qu'on va injecter? C'est les zones qui sont plus en relief, qui sont plus rigides et plus douloureuses. Donc on va injecter uniquement toute la partie ici. Et c'est parti. Donc c'est pas très agréable, je suis désolé. Le fait qu'on se voit fréquemment, qu'on surveille, vraiment c'est l'idéal. C'est vraiment ce que je pourrais dire à quelqu'un qui a un peu baissé les bras, c'est de vraiment surveiller ça et de ne pas laisser tomber parce que sinon ça prend de l'ampleur, quoi. Mieux vaut souffrir un petit peu mais avoir au moins un résultat. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Très bien. Pour compléter ces soins, des pansements compressifs en silicone peuvent également être appliqués sur les cicatrices kéloïdes. Au revoir. Au revoir. Tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'il faut éviter qu'une cicatrice ne fasse des croûtes. Mais quel est le problème avec les croûtes et comment est-ce qu'on peut les prévenir dans ces cas-là? Alors c'est vrai que souvent, moi j'ai toujours entendu étant enfant qu'il fallait laisser à l'air, qu'il fallait laisser sécher, faire une croûte. Et en fait maintenant on le sait très bien, non. Pourquoi? Parce que sous une croûte ça cicatrise pas en fait, ça réépidermise pas, ça creuse mais ça ne cicatrise pas. En plus une croûte c'est quand même un nid à microbes. Clairement. Et donc, pour prévenir ça, il faut maintenir la plaie dans un environnement suffisamment gras et humide. Pour ça, il y a aujourd'hui tout un tas de pansements qui sont hyper bien adaptés avec des membranes intelligentes qui maintiennent la plaie dans un environnement humide exactement comme il faut. Ou si ça ne nécessite pas de pansement, les crèmes cicatrisantes. Donc, toute plaie, quelle qu'elle soit, doit être recouverte d'un pansement pour la protéger et pour éviter que ça donne de ou d'une croûte. crème grasse. Le problème, c'est que la crème grasse, en fait, on va la mettre 2 minutes et puis après, ça part. Donc, à moins d'en mettre 10 fois le mieux, par c'est jour. les pansements. Aujourd'hui, on a vraiment des pansements qui sont... On peut trouver sans ordonnance à la pharmacie? Non. Avec ordonnance, c'est remboursé par la sécurité sociale. C'est une bonne question. Non, je pense que vraiment, sans ordonnance, on ne peut pas avoir ce type de pansement On peut simplement intelligent. avoir les petits hydrocellulaires, Ouais. là. Ça, c'est un hydrocellulaire, mais je ne sais pas si sans ordonnance... Les tules gras, ça marche. on On peut en trouver des boîtes sans ordonnance, mais ça coûte un peu plus cher. En tout cas, tulle gras, donc on recouvre systématiquement une plaie. Vous avez dit, on masse une plaie, on met de la protection solaire, on met le pansement. Si on a fait tout ça et que malheureusement, ça ne fonctionne pas, on peut faire du laser pour faire disparaître... Alors, on ne fera jamais disparaître. On n'a pas, c'est pas comme une baguette magique. Malgré tout, on peut les atténuer beaucoup. Ce qui marche mieux pour les cicatrices... Le laser CO2 marche très bien pour les cicatrices atrophiques, c'est-à-dire un peu en creux, déprimées. Là, je vois du laser CO2, par exemple, sur des cicatrices kéloïdes. C'est pas recommandé seul. Ça peut être utilisé
en association avec les injections de corticoïdes, mais le CO2 seul marche très mal sur les kéloïdes. Cicatrices d'acné, par exemple, parce que les adolescents, on leur dit de ne pas péter des boutons, mais bon, des fois, c'est comme ça. Si les cicatrices persistent et qu'on a fait tout ce que vous dites, on peut faire du laser ? Exactement. Avec de bons résultats, même sur le visage ? Ah ouais, clairement. Surtout sur le visage, parce que le visage cicatrise finalement beaucoup mieux que le corps. On peut mettre des paramètres qui sont beaucoup plus importants pour le CO2 fractionné. Et ça, c'est typiquement une très bonne indication de laser CO2 fractionné. À tout âge, même si on a 40 ans et qu'on se dit, bon, c'était il y a 20 ans. Exactement. Et y compris les peaux mates et foncées. Alors c'est un peu le facteur limitant parce que le problème c'est qu'on induit une inflammation forcément et on sait que les peaux mates peuvent faire une hyperpigmentation post-inflammatoire, donc c'est un petit peu plus, on a un peu plus peur, on met peut-être pas des paramètres aussi forts mais on le fait quand même. Faisable. Ouais. Mais c'est pas remboursé, ça coûte cher ça, non ? Il y a une prise en charge sécu. Alors dans un centre laser X lambda où il n'y a pas, enfin s'il y a forcément un médecin, mais ils font pas forcément ce qu'on appelle de demande d'entente préalable. Moi personnellement à mon cabinet, je fais une demande d'entente préalable pour qu'il y ait un remboursement par la sécurité sociale. Il y a un vrai codage. Et ça, en combien de séances ça peut partir du coup ? Alors les recos, c'est 3 séances à 1 mois d'intervalle et on réévalue 1 an après parce que vraiment c'est du remodelage encore une fois. Donc le meilleur du résultat, c'est 6-9 mois au moins après les séances. Il y a des injections qui sont possibles également ? On ne met pas de l'acide hyaluronique ou les crèmes avec de l'acide hyaluronique ou non, ça sert à rien. Les crèmes à l'acide hyaluronique pour combler une cicatrice d'acné, non. Et en plus, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux justement l'utilisation de ces crèmes-là. Le problème, c'est que ça nourrit un peu l'acné et ça refait des cicatrices derrière. Bon, l'idée, c'est de faire des gestes simples, de demander conseil au pharmacien, puis au médecin. Et puis, si on a besoin, on ira voir le dermatologue. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rim, merci beaucoup. Benjamin, Anne-Victoire, c'est toujours un plaisir. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain.